l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. Désormais, un visa biométrique pour entrer au Sénégal, c'est là à compter du 1er juillet 2013. La mesure concerne les non-ressortissants de la CEDEAO. Et toujours la contestation anti-gouvernementale en Turquie, des manifestations qui durent presque 3 semaines maintenant, avec cette fois-ci des syndicats qui veulent soutenir le mouvement. Et vous aurez du football en fin de journal avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. L'équipe de la Tanzanie s'est inclinée hier devant les éléphants de la Côte d'Ivoire par un score de 4-2. Voilà pour les titres. Le gouvernement sénégalais a signé une convention de concession le 4 février dernier avec la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification pour la production de visas biométriques du Sénégal pour 5 ans renouvelables. Désormais, pour entrer au Sénégal, un visa est obligatoire à compter du 1er juillet 2013 pour les non-ressortissants de la CEDEAO. Les comptes rendus avec Luis Tina Sagnan et Suleiman Anne. Bientôt, au Sénégal, n'y entrera plus qui veut. À compter du 1er juillet 2013, pour entrer dans le pays de la Teranga, un visa biométrique est obligatoire pour les pays hors CEDEAO, sauf exception. À cet effet, un système ultramoderne et sécurisé est mis en place. Quand on sait que dans le cadre de la promotion du tourisme, il est important que l'on facilite les formalités pour les gens qui choisissent de venir au Sénégal. Donc aujourd'hui, vous pouvez, à partir de votre salon, faire une demande de visa via Internet. Vous pouvez payer votre redevance de visa en ligne si vous avez une carte de crédit. Enrôler toutes les informations qui vous intéressent. Un petit tour dans Dakar. Les Sénégalais apprécient cette nouvelle mesure qui vient selon eux à son heure. Cette mesure est très normale et je pense que cette mesure a été prise tardivement. Il fallait la prendre depuis. Moi je crois que la mesure est très normale. Comme nous Africains, pour partir à l'extérieur, on nous exige le visa. Eh bien, pour moi, la réciprocité du visa est normale. Maman Ndeye Sokhna, commerçante qui a presque sillonné tous les pays d'Europe, trouve que cette mesure est inéluctable. Parce que commerçants yi bu ñuy dem benen dëkk. Nous, commerçants sénégalais, quand on part en Chine, à Dubaï ou autre localité pour acheter des marchandises, les ambassades respectives de ces pays nous exigent le visa. Donc, il est tout à fait normal qu'on exige aux étrangers des visas pour entrer chez nous. À ce titre, les frais de visa s'élèvent à 50 € et la délivrance se fera sous le contrôle à Dakar du ministère de l'Intérieur. Les investissements de ce projet ont été entièrement supportés par Sanaïda et Côte d'Ivoire. Célébration de la journée de l'enfant africain en Guinée-Conakry. Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour la protection de ces enfants, nombreux sont encore ceux qui vivent dans la rue, comme l'ont constaté nos confrères de la télévision guinéenne. Nombreux sont aujourd'hui des enfants dont l'âge varie entre 7 et 15 ans que l'on retrouve dans les rues de Conakry sans situation. D'autres sont dans les mines et carrières à la recherche de leur quotidien. À l'image de ces enfants occupant les artères de la cité, chemins de fer et autres carrefours de la capitale, beaucoup sont tous issus des familles déshéritées. La question lancinante que l'on se pose aujourd'hui est de savoir s'il existe dans les structures de l'État un service chargé de la protection de l'enfance. Le vide est tellement profond à ce niveau que leur calvaire est sans limite. J'ai grandi dans ce métier. Depuis un bas âge, nous sommes de Conakry. Depuis que je suis rentré là, il n'y a pas d'autre activité. Il y a des enfants ici, dès qu'ils quittent l'école, ils viennent chercher leur pain pour ne pas que les parents soient trop surchargés. Kani Diakité est directrice nationale de la protection des enfants. Pour elle, le gouvernement guinéen a ratifié plusieurs conventions relatives à la protection des enfants et cela constitue une avancée significative. Nous, le soin
du gouvernement et les engagements que nous avons pris, c'est de mettre chaque enfant dans un cadre familial et créer un minimum de bien-être à cet enfant. C'est à cela que nous œuvrons et c'est pour ça que nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont l'UNICEF, Plan Guinée, ils sont nombreux, que sais-je encore. Donc ils sont là, qui nous aident vraiment à mettre ça, ce sont vraiment nos bras et nos outils de travail. Nous sommes là pour défendre la cause des enfants. C'est pour ça que nous faisons du plaidoyer. Nous faisons souvent de la mobilisation sociale pour sensibiliser les communautés à se prendre effectivement en charge. En attendant de trouver une politique adéquate pour la protection et la promotion des enfants qui constituent la pépinière de cette nation, ces derniers continueront à souffrir sans espoir en attendant un lendemain meilleur. Entre la France et ceux qui vivent à l'étranger, il y a parfois de l'incompréhension. Les expatriés se sentent souvent délaissés alors qu'ils ont l'impression de participer au rayonnement du pays. L'illustration en Côte d'Ivoire. Établi en Côte d'Ivoire depuis 35 ans, Guy Passerini tient une brasserie parisienne dans un quartier huppé d'Abidjan. La plupart de ses produits, il les achète en France. Pour ce discret ambassadeur de la cuisine française, c'est sa façon de contribuer à l'essor de l'économie française à partir de la Côte d'Ivoire. Nous avons une répercussion sur l'économie française puisque nous sommes français, donc nous achetons en France. On rentre dans les locaux qui deviennent des vestiges parce que ça n'a pas bougé depuis la destruction. En 2004 et en 2011, la société de vidéosurveillance de Christian Lejeune a été saccagée au temps fort de la crise ivoirienne. Alors sur sa façade, il affiche ce message qui ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, son entreprise renaît, mais à l'instar d'autres opérateurs économiques français, Christian Lejeune souhaiterait un peu plus d'attention de la part de l'État français, surtout que d'ici, il participe aussi à la vie économique de la France. C'est quand même pas mal d'achats, on achète des produits technologiques en France. Ensuite, sur l'économie, effectivement, on voyage. Quand on voyage, la destination première, c'est la France. On va voir la famille, on va voir les fournisseurs, on participe à des colloques. Depuis la fin de la crise post-électorale, la France s'est engagée dans un contrat désendettement-développement afin d'aider la Côte d'Ivoire à lutter efficacement contre la pauvreté et à conforter son retour à une croissance forte. Il s'agit d'un instrument original au sens où la Côte d'Ivoire continue à rembourser ses échéances qui sont dues à la France et immédiatement nous reversons la contre-valeur sous forme de dons, de subventions, dans un compte à la Banque centrale qui est utilisé pour financer des projets. Plus de 700 entreprises françaises contribuent à hauteur de 30% au PIB ivoirien. Seulement, aucune étude pour l'instant n'évalue ce que rapporte à l'économie française la diaspora française en Côte d'Ivoire. Voilà, à présent notre page spéciale présidentielle au Mali. La Commission électorale indépendante du Mali, en partenariat avec la CENSAD et la Fondation Hans Seiders, a organisé ce lundi un séminaire qui doit s'étendre sur 4 jours. Objectif, renforcer les capacités des membres de la CENI en vue d'organiser une élection fiable et transparente le 28 juillet prochain. Dia Kadija Tangara et Sidou Niaré pour le compte-rendu. 80 participants, dont 53 de la CENI et de ses démembrements, et 27 d'autres structures étatiques ont pris part à ce présent séminaire. Une école de 4 jours qui a pour but d'outiller la Commission électorale nationale indépendante afin de superviser des élections crédibles et transparentes le 28 juillet prochain. Pour jouer pleinement sa partition dans l'organisation des élections, la formation de ses membres à l'appropriation du processus électoral est donc une condition sine qua non pour la réussite de sa mission. C'est dire, mesdames et messieurs, combien nous attendons
du présent séminaire. Ce séminaire est appuyé par la CENSAD en partenariat avec la Fondation Heinz Seidel. Je vous invite, chers participants, à ce séminaire à vous investir pleinement durant ces 4 journées de travaux. La réussite de la consultation électorale qui se projette pour la fin juillet de cette année au Mali se présente comme un tournant décisif vers la normalisation de l'État. Selon le ministre des Affaires étrangères du Bénin, seules des élections libres et transparentes permettront aux Maliens d'oublier les douloureux événements. La CENI, la délégation générale aux élections et le ministère de l'administration territoriale n'ont pas le droit à l'erreur. Il est donc impératif que vous vous enrichissiez de connaissances théoriques et pratiques qui viendront compléter vos propres expériences et vous permettront d'aborder la mission avec lucidité. Cette cérémonie a été également l'occasion pour la CENSAD de remercier le président Idriss Déby pour son engagement dans la crise malienne. Je voudrais profiter donc de cette occasion pour rendre un hommage de la CENSAD, mais hommage aussi de l'Afrique, au président Idriss Déby pour son engagement dans la recherche de solutions à la crise du Nord Mali et pour les sacrifices que les troupes tchadiennes ont consentis dans le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali. Cet espace d'échange et de partage se tient du 17 au 20 juin. La tournée du candidat de l'Union pour la République et la démocratie, URD, se poursuit dans la sous-région, accueilli en grand pompe à Niamey, Accra et Bobo Dioulasso. Soumaïla Cissé a expliqué les 5 piliers de son programme pour le Mali aux jeunes de la diaspora. Envoyés spéciaux Aminata Mariko et Moussa Bari. Les militants URD de Niamey, d'Accra et de Bobo Dioulasso ont rivalisé côté mobilisation pour non seulement prouver aux candidats que le parti se porte bien dans leur contrée, mais aussi pour venir écouter les 5 piliers du programme Cissé pour le Mali. Le Mali a connu une période extrêmement difficile. Aujourd'hui, il faut la réconciliation des cœurs et des esprits. Il faut que nous comprenions qu'aujourd'hui, il faut aller au vote, il faut s'unir, il faut se pardonner, il faut être ensemble pour pouvoir sortir le Mali des difficultés. Accueilli à Accra dans la ferveur du militantisme, il s'est adressé aux étudiants en ces termes. Nous vous attendons au Mali. Nous souhaitons que votre savoir, vous nous le rameniez au pays. Et la dernière richesse, c'est notre jeunesse. Elle est fougueuse, elle est trépignante, elle veut avancer. Mais il faut l'aider à avancer. Il faut l'écouter. Il faut discuter avec elle. Il faut la responsabiliser. Et je vous assure que si je suis élu, il y aura un pourcentage de jeunes à l'Assemblée nationale. Il y aura un pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale. Visiblement convaincus de sa vision, son expérience de dirigeant des 8 pays de l'UEMOA, les jeunes évoquent leur raison de voter Soumaïla Cissé. I'm going to vote for Soumaïla because, one of them, because Mali have big problem in Mali. I know Soumaïla Cissé, he can solve this problem for us. Cette visite a été l'occasion pour les militants de renouveler leur engagement et d'affirmer leur détermination afin de porter haut le flambeau du parti lors de l'échéance du 28 juin prochain.
Je l'annonçais en titre, la manifestation toujours en Turquie. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel des syndicats qui veulent soutenir le mouvement du parc Gezi à Istanbul. La contestation antigouvernementale dure depuis presque 3 semaines. Elle se concrétise aussi par une grève générale intolérable pour le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan. Le mouvement fait tache d'huile. Après la contestation citoyenne, la grève générale. Dans le centre d'Istanbul, les syndicalistes ont bravé le mauvais temps et surtout l'important dispositif policier. Tôt dans la matinée, les forces de l'ordre ont quadrillé le centre et bloqué les accès à la fameuse place Taksim. Mais les grévistes ont répondu présents. Nous sommes ici pour protester contre les pressions partisanes. Nous protestons non seulement contre les mauvaises conditions de travail, mais aussi contre le mépris de nos revendications, les pressions pour limiter la liberté d'expression. Nous voulons un pays plus démocratique où les gens peuvent s'exprimer librement. Le gouvernement n'a pas à faire de pression sur nous. Pourtant, les autorités semblent bien décidées à en découdre. Dimanche, la police turque a arrêté près de 600 manifestants à Istanbul et Ankara. Une journée émaillée d'accrochages entre la police et des milliers de manifestants après l'évacuation par la force samedi soir du parc Gezi, le bastion des protestataires. Le ministre de l'Intérieur turc en personne, Muammer Güler, est pour sa part resté très ferme quant à la grève générale, illégale selon lui. C'est inacceptable qu'ils provoquent de tels actes de violence. Aujourd'hui, ces manifestants ont appelé des gens pauvres à prendre la rue pour faire la grève. Nous n'allons pas accepter cela. Et je dois répéter qu'ils n'ont aucune autorisation, ni le droit de faire grève en dehors des lieux prévus à cet effet par la loi. Notre police est prête à tout. La tension est vive, place Taksim, alors que les autorités semblent plus déterminées que jamais à briser un mouvement de contestation qui s'étend et dure depuis 15 jours. Plus d'une dizaine de personnes ont perdu la vie dans le nord de l'Inde quand des pluies diluviennes se sont abattues sur l'état d'Uttarakhand. Une cinquantaine de personnes sont également portées disparues. Il n'aura fallu que quelques secondes pour que ce temple de Shiva disparaisse au milieu des eaux. Depuis lundi matin, tout le nord du territoire indien est frappé par de très fortes pluies, notamment cet état de l'Uttarakhand, frontalier de la Chine, où au moins 14 personnes sont mortes dans des glissements de terrain et des effondrements de maisons. Une cinquantaine d'autres sont portées disparues. J'ai l'impression que les dégâts causés par les inondations seront aussi importants qu'en 2012. Mais cette fois, nous sommes en juin. Car c'est bien la date qui a surpris les habitants. Les pluies de mousson n'arrivent normalement que dans au moins 2 semaines. Cela fait plus de 50 ans qu'elles n'étaient pas arrivées aussitôt, même si elles ne sont pas plus intenses que d'habitude. Dans tout le nord-ouest de l'Inde, il y aura de fortes chutes de pluie pendant encore 2 jours. Ça devrait ensuite diminuer. Les températures seront en dessous de la normale. 4 autres personnes sont mortes et 5 disparues dans l'état d'Himachal Pradesh. À New Delhi, de nombreux immeubles ont été inondés, tout comme les aéroports. Comme chaque année, la mousson devrait durer jusqu'au mois de septembre. Et du sport, avant de refermer cette édition avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Hier, la Côte d'Ivoire s'est imposée face à la Tanzanie par le score de 4-2. Le résumé avec nos confrères de la RTI 1. Cueilli à froid dès la 2e minute par une réalisation discutable, signée Kiemba, la tâche des éléphants s'annonce difficile face aux Tanzaniens. Mais Didier Zokora et les siens ont des ressources et reviennent au score 10 minutes plus tard par Traoré Lassina. Le jeu gagne en intensité et c'est la Côte d'Ivoire qui se signale à l'occasion de cette faute tanzanienne non loin des bases des Taïfas. Coup franc majestueusement exécuté par Yaya Touré. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Appliqués et volontaires, les Tanzaniens pressent et égalisent à la 35e minute. Abandonné, Kopabari ne peut rien face à Oluwengu. Tanzanie 2, Côte d'Ivoire 2. Mais à 1 minute de la pause, ce pénalty provoqué par Gervinho et réussi par Yaya Touré redonne espoir aux Ivoiriens. La seconde période voit des Tanzaniens déterminés. Ils font le jeu, mais au final, ce sont les éléphants qui ont le dernier mot. 90e minute, encore un débordement de Gervinho.
Bonnie Wilfried est servi sur un plateau d'or. 4e but des éléphants qui s'offrent avant la lettre la seule place disponible du groupe C pour le 3e et dernier tour éliminatoire du mondial brésilien. Voilà, c'est la fin d'Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.